Salam alaikum, Azul, bonsoir. En Algérie, les événements se précipitent en même temps qu'ils se densifient, qu'ils se complexifient jusqu'à en devenir juste indéchiffrables. Plus personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'ils disent être l'État algérien et qui n'est qu'un système très aléatoire, très bidouillé, qui ne repose que sur la même mise d'une junte sur le pouvoir. Le tout récent désaveu populaire de tout le régime, qui a eu lieu après les législatives du 12 juin, est venu sonner le glas d'un système déjà moribond et qui n'en finit pas d'agoniser. Rappelons, pour mémoire, que les 3 dernières consultations organisées par le pouvoir, les présidentielles du 12 décembre 2019, celle du référendum sur la Constitution du 1er novembre 2020 et les récentes législatives du 12 juin, ont été toutes 3 massivement boycottées par les électeurs. Les 3 consultations sont considérées, malgré la fraude et le bourrage qui les ont distinguées, comme les élections les plus boycottées depuis l'indépendance du pays. Et la toute récente, celle des législatives, a battu le record de l'abstention active dans l'histoire du pays. Ce désaveu massif, qui vient réaffirmer que le Hirak est toujours vivant, même s'il est contraint de s'exprimer d'une autre façon que dans la rue, a été ressenti par le régime comme un acte de désobéissance civile, qui pourrait très bien se décliner bientôt sous d'autres formes de contestation. C'est cette résistance pacifique et massive du peuple algérien, latente ou déclarée, ajoutée à la très grave crise économique qui s'apprête à déferler sur le pays, qui semble avoir ébranlé en profondeur ce qui semblait être une vraie unanimité au sein du système, entre l'état-major de l'armée et sa façade civile. Un système qui n'a plus les moyens de ses méthodes, qui ne peut plus acheter la paix sociale et qui le pourra d'autant moins dans les semaines et les mois qui viennent, ni même entretenir ses propres relais, ses alliés naturels et ses lobbies étrangers. Il ne lui reste que cette formidable force armée, achetée à prix d'or et dont les chefs de l'armée usent et abusent. Elle leur permet de rouler des mécaniques, de menacer d'une guerre régionale, d'entreprendre manœuvre après manœuvre, exercice tactique après exercice tactique, ponctué par des éditos de la revue El Jeish où les menaces succèdent à la stigmatisation, à l'accusation de haute trahison, lancée contre quiconque ose dénoncer la mainmise de l'oligarchie militaire sur le pouvoir. Des chefs de l'armée qui ne s'en cachent plus, de toute façon, qui s'ingèrent ouvertement désormais, et même très grossièrement, dans les prérogatives d'un président de la République qui s'épuise dans le mensonge, les promesses impossibles à tenir et des histoires à dormir debout. Les oligarques galonnés semblent de plus en plus tentés de mettre leurs échecs répétés sur le dos de ce président qu'ils ont pourtant eux-mêmes installé à la tête du pays. Un président désormais sur la corde raide, dont les 2 béquilles institutionnelles sur lesquelles repose sa très relative légitimité, la Constitution et l'Assemblée nationale, seront ses points faibles, les plus handicapants. Le Premier ministre, qu'il vient de nommer, Ayman Ben Abdelrahman, un illustre inconnu, n'a aucune chance
de pouvoir débloquer une situation totalement sinistrée. Ni lui, ni personne d'autre par ailleurs, ni même les meilleurs grands commis de l'État qui pourraient se trouver. Le système, une médiocratie doublée d'une mafiocratie, se distingue par une inaptitude systémique à pouvoir gérer une situation aussi compliquée aux tâches d'une gérontocratie quasi irréductible et qui détient la possibilité de plonger le pays dans une violence que personne n'ose imaginer seulement. Et c'est dire combien les perspectives sont étriquées et combien il est devenu plus qu'urgent de nettoyer les écuries d'Ogia. Algérie, que veulent les généraux? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Brahim Snoussi, écrivain, observateur politique. Brahim Snoussi, merci d'être là. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. En face de vous, Mourad Yefsah, militant politique. Mourad, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Depuis le lointain Canada, notre ami Adel Jabbar, observateur politique. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie, mon cher ami. On est loin géographiquement, mais on est près, avec nos cœurs. Et puis là, je me permets de te dire qu'aujourd'hui, tu es beau, tu as rajeuni pour ton anniversaire. Merci Adel, restez avec nous. Alors, mes chers amis, si nous commencions par parler de l'événement le plus récent, la nomination d'un monsieur que les Algériens viennent de découvrir, qui ne se connaissait quasiment pas, un illustre inconnu, nous dit-on, monsieur Ayman Ben Abdelrahman, que vous inspire cette nomination qui se lance? Comme vous voulez. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur Brahim Snoussi. Moi, je pense, premièrement, les Algériens, avec nous-mêmes, nous connaissons que la situation de l'Algérie est très difficile. Difficile pour la simple raison, c'est que le peuple algérien sait où il veut y aller. L'immense majorité des Algériens savent ce qu'ils veulent. Et le système en place, le pouvoir, ceux qui détiennent donc les rênes du pays, ceux qui sont à la tête de toutes les institutions de l'État, ont entendu, mais ils ne veulent pas répondre. Bien au contraire, donc ils ont choisi donc un autre chemin, celui qui va à l'encontre des aspirations du peuple algérien, qui sont des aspirations qui datent depuis le mouvement national. Donc c'est quelque chose de très ancien. C'est-à-dire que ce conflit, qui est maintenant ouvert, parce que depuis février 2019, le conflit a été ouvert comme jamais il y a eu un conflit entre, d'un côté, l'immense majorité du peuple algérien, parce que c'est des millions et des millions, et de l'autre côté, ceux qui détiennent le pouvoir. Et donc ils ont choisi un autre chemin, mais celui qui s'oppose carrément à ces aspirations. Dans cette situation, tout homme, je dirais, qui réfléchit un peu, donc il faudrait mettre à la tête d'un exécutif un responsable politique aguerri. Surtout en ces temps de crise. Voilà, ça veut dire quelqu'un qui est aguerri, non seulement qui a les connaissances et de l'histoire et de la politique, mais aussi je dirais, du contexte et des acteurs principaux. Oui. Des acteurs principaux, que ce soit
que ce soit qui sont donc du côté du peuple, que ce soit qui sont donc à l'intérieur du système, pour pouvoir effectivement conduire une politique. D'autant plus qu'il est censé non seulement être Premier ministre, ça veut dire le représentant de la majorité parlementaire, et de proposer son futur gouvernement. C'est-à-dire c'est lui qui est censé choisir membre après membre tous les ministres qui vont devoir faire partie de son gouvernement. Exactement. C'est qu'il vient déjà, donc on a un président qui n'est pas du tout donc, à la hauteur de la situation. Il vient de le démontrer. Ça fait plus d'une année qu'il est à la tête de l'État avec des pouvoirs exorbitants. On voit bien qu'il n'est pas du tout Une année et demie. Hein. Une année et demie. Il a été désavoué lors de son élection. Il a été désavoué lors de référendums constitutionnels. Il a été désavoué lors des élections législatives. Absolument. Donc il y a besoin d'avoir un chef de gouvernement, mais à la hauteur de la situation. Donc quelqu'un qui a... Or, il choisit quelqu'un qui est plutôt... Mais c'est peut-être fait exprès. Peut-être ont-ils voulu, comme ils disent eux, une Algérie nouvelle, c'est-à-dire on choisit quelqu'un qui ne fait pas partie de l'ancien système, qui soit un peu... disons, immaculé, qu'ils ne soient pas marqués par tout ce que... Peut-être que je me fais l'avocat du diable. Hein. Oui, vous savez, moi je pense que l'histoire nous apprend des choses. Durant la guerre de libération, après une période tumultueuse donc, à l'intérieur donc, des acteurs de la Révolution, donc dans les années 57, il y a eu cette idée de mettre en place un GPRA. Et... vous savez, c'est juste après le CNRA qui a eu lieu, au Caire, avec les problèmes à l'intérieur de la direction de la Révolution, avec ce qui s'est passé, l'assassinat d'Abban, etc. Et ils ont mis à la tête Farhat Abbas. C'est vrai, il n'est pas venu du PPM-TLD, mais c'est un homme politique. Oui. C'est un homme politique et on voit bien que effectivement c'était quelque chose qui a permis donc de sortir par le haut donc une période de difficulté donc ce bonhomme qui doit être certainement compétent dans le domaine des finances. Il a été donc directeur. Compétent. Peut-être. Je ne sais il pas. a géré. Il La était banque. directeur de la Banque d'Algérie. Ouais. Il a été ministre des Finances. Pendant la crise des liquidités, à mon avis, il n'a pas été compétent du tout, puisqu'il n'a pas réglé ce problème de liquidité qui, de l'avis de tout le monde, aurait dû être simple à régler. Donc, et on ne nous a pas dit pourquoi il ne l'a pas réglé jusqu'à présent. Mais Brahim Snoussi sur... Juste une dernière phrase, parce que la dernière réponse. Moi, je pense que les décideurs sont dans le brouillard. Et cette nomination démontre qu'effectivement, ils sont bien dans le brouillard et ils tâtonnent. C'est vrai, c'est l'impression que ça donne. Hein. Et ils ont pris le premier... Le premier venu. Voilà. Puis ils ont mis le grappin sur le premier. Exactement. C'est vraiment... on rigole, mais c'est tragique. Tragique. Exactement. Oui, bien sûr que face à cet événement, un non-événement en fait, d'accord ? Oui. En fait, c'est un non-événement dans l'événement, d'accord ? On essaye de sortir quelque chose de nulle part, de faire apparaître un homme qu'on présentera comme un homme nouveau, d'accord ? Qui va s'occuper de l'Algérie, qui va effectivement... Alors, sa feuille de route est d'une simplicité biblique. Il faut que tu retrouves le chemin pour que l'Algérie retrouve le calme, la tranquillité, la paix. C'est-à-dire qu'on lui a donné cette mission. Vaste programme. Vaste programme, pour lequel il y a peu de monde qui serait taillé, je pense. Comment ? Ça montre surtout, à travers cette palinodie, cette chose qui tombe comme ça, de nulle part, montrer que le gouvernement est encore à l'œuvre, quoi, qu'il fait des choses, d'accord, qu'il bouge. Le cadavre bouge encore. Donc le cadavre bouge, et le cadavre en question, c'est cet ectoplasme, voilà.
Comme qu'il c'est bien dit. Oui. Hein, c'est Enfin, il ne ectoplasme. mérite pas. Je ne le mets pas sur le ton de l'insulte. Parce Non, que, non, non. franchement, Ça veut dire je que c'est les- tellement vague c'est que c'est incroyable. inidentifiable. Quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et alors, donc, pour en finir avec cette parenthèse, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font comme ça, en catimini ou en je ne sais pas quoi, etc. Il y a des officines qui sortent des papiers, des idées, des machins. Mais ces officines-là, eh ben, voilà ce qu'elles produisent. Voilà ce qu'elles produisent. Des ectoplasmes. Des ectoplasmes. Mais bien sûr, comment penser, ne serait-ce qu'une minute, que les Algériens, parce que quand même, il faut quand même prendre en considération le fait qu'il y a des Algériens qui sont là. Quelque n'est-ce pas? part. Ils sont là en Algérie. Et ils écoutent, ils essayent d'écouter. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent de ça. Mais c'est invraisemblable. Comment voulez-vous que des gens croient à ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et en plus, ce qui est grave, je trouve, c'est qu'on joue avec les nerfs des Algériens. Et l'Algérie est inquiète. Très inquiète. Il y a de quoi. Bien évidemment qu'il y a de quoi. Et pour répondre à cette inquiétude, qu'est-ce qu'on fait? Des effets de manche. Le point fermé du général Changaniha. Oui. C'est incroyable. On va voir les images tout à l'heure. C'est incroyable. C'est invraisemblable. Incroyable. Lors d'une manœuvre militaire, Oui. un missile qui a touché une cible, il brandit le poing, un geste de grande victoire. C'est incroyable. Et là, je pense encore une fois, je pense qu'ils sont sortis de la réalité. Oui. Ils sont sortis du réel. Parce qu'ils sont en train de manipuler des choses qui vont nous exploser à la figure. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Si on n'y prend pas garde maintenant, c'est maintenant qu'il faut arrêter ce cirque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Brahim Senoussi? Nous sommes là, c'est vrai, en train d'essayer de comprendre, d'analyser, de comprendre si nous tombons sur la tête. Mais les Algériens sont tous en train de se demander pourquoi personne ne propose une vraie sortie de crise, ne propose ce qu'il faut vraiment faire pour essayer de s'en sortir. Nous sommes, le peuple oui, algérien, pardon, il est dans une situation d'anomie. C'est-à-dire qu'il a lui aussi, d'une certaine façon, perdu le contact avec la réalité. Parce que cette réalité-là, il n'y croit absolument pas. Donc on lui sert tout ce qu'on veut, il regardera et puis il ira ailleurs. Voilà. Mais c'est grave que cette situation d'anomie s'installe en Algérie. Elle est installée maintenant. Et nous en sommes, le pire, c'est que nous en sommes imprégnés. Absolument. Nous ne sentons plus la différence. Exactement. Nous sommes en mesure de tout accepter. Si demain on nous dit, ça y est, c'est bon, je ne sais pas, il va pleuvoir des choses carrées, on va dire oui, pourquoi pas. Il s'est passé tellement de choses que nous avons dû admettre que maintenant... Alors, avant de donner la parole à Adel Jabbar, j'aimerais qu'on montre d'abord Chengriha, la Monawara, la 3, je crois, où on va voir lever le poing Monsieur Chengriha et ses manœuvres. Un souci? خصائص المحطة الرادارية شيلي أمر تخصيص توجيه Alors, on a essayé de chercher la biographie de ce monsieur, essayer d'où il vient, ce qu'il a fait. Quasiment introuvable. Et pire que ça,
son propre ministère regarder ce qu'il produit dans le cadre dédié à sa biographie. Regardez. Complètement vide, il n'y a rien. Biographie du ministre, et c'est le vide. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Adel Jabbar sur cette nomination de ce monsieur sorti de la casquette ou du chapeau, ou de la chéchia, on ne sait plus. Ben, encore une fois, ça démontre toute l'incompétence de ce pouvoir-là. Pourquoi ont-ils dépensé 500 millions de dollars pour organiser un simulacre d'élection, donc un scrutin frelaté, sortir des gens qui ne représentent strictement rien, qu'on peut trouver dans un bas de laine ou dans l'oreiller d'un matelas single, et pour aujourd'hui désigner un illustre inconnu, qui n'est pas aussi inconnu que ça. Ce monsieur-là, qui était à la Banque centrale, me semble-t-il, pour devenir ensuite ministre des Finances, a ruiné la Banque centrale. Avions-nous vu une politique de la monnaie et du crédit comme du temps du duo Hamrouch Haj Nasser. ou Haj Nasser? Il n'y a rien, c'est le néant. Avec ce monsieur-là, le dinar a pris un sale coup, il ne vaut plus rien, c'est du papier hygiénique de mauvaise qualité. L'utiliser, c'est avoir des urticaires là où il ne faut pas le dire. Et secondo, en termes de gestion budgétaire, ce financier, entre guillemets, de la junte, a-t-il un jour mis de l'ordre au niveau de l'Assemblée nationale pour parler du budget, parler des réalisations, pour parler des prévisions du gouvernement? Si j'ai bonne mémoire, il s'est fait représenter par quelqu'un d'autre, au lieu de venir lui-même défendre la loi des finances et sa loi des finances complémentaire. Et donc, encore une fois, on a fait des élections pour sortir une majorité de laquelle devrait émerger un politique qui sera désigné chef du gouvernement de façon tout à fait légitime, même si moi je conçois que tout est illégitime dans ce régime-là. Mais encore une fois, ils nous ont sorti quelqu'un de leur chapeau. Ce n'est qu'un employé de la dictature, de la junte. La junte fait ce qu'elle veut. Elle a placé un président, elle l'enlotit de pouvoir quasi divin, alors qu'il n'est même pas fichu de prendre une décision pour choisir entre une pêche et une prune, ou une banane. Et aujourd'hui, on nous a sorti quelqu'un d'extrêmement faible, qui n'a aucune représentativité sociale, partisane ou politique, et ils vont faire de lui ce qu'ils veulent. Je m'étonnerais pour beaucoup que ce monsieur-là puisse aller à l'Assemblée nationale et poser les bonnes questions pour s'attendre aux bonnes réponses de la part des ministres des différents secteurs qui vont constituer ce... Et attendez-vous à quelque chose. La constitution du gouvernement, quand ils vont vous sortir les noms, vous allez être surpris. Nous sommes dans le nénisme le plus absolu. L'équipe de Ouyahia, Sulla et compagnie, c'est des génies à cause des bandits qui sont là, au niveau de cette APN, et aussi pour ceux qui vont venir, vous allez remarquer de vos propres yeux que l'Algérie est en train de s'enfoncer. Le titre de votre émission est tout à fait symptomatique. Que veulent les généraux? Les généraux veulent garder leur pouvoir, ils veulent sauver leur peau. Le peuple algérien veut se libérer de cette dictature militaire pour construire un État de droit où prévaudra la loi, où la citoyenneté émergera afin que tous les Algériens se sentent citoyens et pas des habitants. Donc nous sommes en face de deux droites parallèles qui sont inconciliables. Ça بيقول دولة مدنية مش عسكرية وهذا يقول لك الجزائر مازال لا كازانا. Quand je vois les images du chef d'état-major qui s'est fait passer pour le vice-ministre de la Défense la dernière fois dans le colloque de Moscou, donc même à ce niveau-là, il m'a dit avec le général Bamako, je suis vice-chef d'état-major alors qu'il n'est que général-major chargé de l'organisation de je ne sais pas trop quoi. Mais ça donne envie de pleurer. Aujourd'hui, ça me rappelle, moi, les combats de 45 ou de la Première Guerre mondiale.
il est en train d'applaudir l'explosion d'une fusée ou d'un missile qu'il n'a même pas fabriqué. C'est du cash que l'Algérie a payé. Je vais vous donner un chiffre qui est révélateur. Vous savez que l'Algérie, l'année dernière, a fait rentrer 24 milliards de dollars. Sur les 24 milliards, l'armée a dépensé 19,7 milliards et la police a dépensé 4,3 milliards. Ils ont bouffé les 24 milliards de dollars. Vous savez que la cigarette Marlboro, je ne parle pas de Philippe Maurice, elle fait chaque année un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars. Ces gens-là ne valent même pas la fumée de la cigarette Marlboro. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviens à vous dans un moment. Alors, je précise que le choix de ce monsieur, Ayman Ben Abdelrahman, s'est fait dans un climat particulièrement tendu, où ça ne va pas du tout. Il y a des rumeurs de toutes sortes tous les jours. On nous dit même que la junte souhaite se débarrasser de Tebboune, qui ne fait plus l'affaire, que son bilan des 3 dernières élections qui sont les plus mauvaises depuis l'indépendance. Pas très flatteur. Et on dit même que le dernier, le vrai chiffre de la consultation, ne serait pas de 23%, ce qui est déjà tragique. Hein. Il serait de 6%. Le chiffre qui est en train de circuler. Alors ça, le climat est... Alors nous allons écouter d'abord M. Chenguereha parler naturellement, comme il le fait tous les jours. Vous allez écouter un peu le style de son langage, écoutez-le bien. ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسول له نفسه المريضة والمتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلاماتها الترابية وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون. Nous allons la repasser dans un petit moment parce que celle que nous avons préparée, il y a des sous-titres en français pour ceux qui ne comprennent pas, mais nous allons écouter Mjahed, supposé être à la tête d'un institut, je ne sais pas quoi, bidon, hein, qui lui ont créé un peu sur mesure. Voilà, études stratégiques. Cet institut a été dirigé par l'un des plus, Ahmed Yazid, l'un des plus intelligents dirigeants de la Révolution. Donc, bon, je ne sais même pas de... Notre ami ministre de l'Enseignement supérieur qui a été assassiné, Djilali Liebes. Alors, nous allons le réécouter, M. Chenguereha, avec le sous-titrage cette fois-ci. ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسول له نفسه المريضة والمتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلاماتها الترابية وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما. Alors on ne sait même plus de qui il parle aussi de gens qui seraient donc l'ego malade pourrait lui suggérer, boursouflé, surdimensionné, pourrait lui suggérer de regarder du côté du fauteuil présidentiel. Alors on l'avertit que comment on utilise toute l'armée pour dissuader quelqu'un qui... Et puis il parle de ceux qui voudraient attenter à la sécurité, l'intégrité du pays. Et écoutez M. Mjahed qui se fait son interprète. C'est un brouet indigeste. Un brouet indigeste. Et écoutez comment l'a digéré M. Comment il s'appelle déjà, Ben Mjahed. Écoutez-le. Il parle de ce discours, de cette... الخطاب نتاع السيد الفريق رئيس الأركان هو خطاب يذكر بالجزائر مواقفها ودائما استراتيجيتها. انت الكلام اللي الناس اللي يعلقوا يقولوا خطاب شديد اللهجة هو خطاب ما هي الدولة التي تقبل المساس بسيادتها ولا بحدودها ولا بسمعتها ما كانش. ولذلك خطاب السيد رئيس الأركان فريق رئيس الأركان هو تأكيد لمكانة الجزائر سيادة الجزائر وكرامة الجزائر والجزائريين. لا أحد له الحق
أنه هو يتطاول على الجزائر أو يحلم أنه هو يمثل الجزائر، وإلا سيجد الرد المناسب والملائم له. القوى الاستعمارية القديمة والجديدة والعملاء نتاع القوى الاستعمارية الجديدة والمرتزقة، هذه كلها كلام السيد الفريق رئيس الأركان. Pardon, mes chers amis, de vous imposer ça, et pardon de vous infliger encore ce que vous allez écouter, hein, pour vous mettre... Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, je suis un peu sadique, hein, sur les bords. Alors, vous allez écouter un monsieur où il va vous confirmer que le discours politique en Algérie, c'est vraiment du n'importe quoi. Écoutez ce monsieur qui est président de parti qui voulait avoir le perchoir, la présidence de la PN, qui ne l'a pas eu. Écoutez d'abord ce qu'il dit là, pour vous faire une idée du discours politique ordinaire en Algérie, après avoir écouté celui de Bechengreha et de son porte-parole. Et là, vous allez écouter, et ensuite, vous allez l'écouter un peu plus triste. Monsieur Mokri. هؤلاء المزورون احنا واش نقولوا نوكلوا عليهم الله سبحانه وتعالى، نقولوا لهم الله لا يربحكم ان شاء الله، والله غير تدوها مسمومه، والله يا اللي زور وشارك في التزوير وشهد على التزوير وسكت واستفاد من التزوير، الله يا رب يجعلها لك مسمومه ان شاء الله، والله غير تلاحقك في حياتك، تلاحقك والله غير في حياتك، في حياتك الشخصية، والله العظيم لا تسلك منها، والله غير السم ودعوة المظلوم واعرة تخترق السماوات، كما قال الشيخ محفوظ. الشيخ محفوظ قال الله لا تربحهم، وحنا كررنا عليه، إلا من تاب واعترف واعتذر وحاول أن يصحح. Je rappelle avant de l'écouter encore que ce monsieur, son parti, a fait partie de l'alliance présidentielle de Bouteflika, MSP, RND, FLN, où ces trois formations ont émergé par la fraude électorale et par les quotas. Et là, il est en train d'implorer Dieu de punir ceux qui ont fraudé, qui ont profité de la fraude. Ceux qui n'ont pas respecté les quotas. Les quotas. Et nous allons encore l'écouter là où il nous annonce qu'il sera à l'avenir parti de l'opposition et qui ne fera pas partie de l'alliance présidentielle, etc. Écoutez-le. Et là, il va être beaucoup plus amer. Regardez. كما علمتم من خلال التصريح الصحفي الذي تم البارحة بأن مجلس الشورى الوطني صادق بأغلبية كبيرة تكاد تصل إلى الإجماع، أغلبية كبيرة يعني بنسبة عالية جدا جدا، بعدم المشاركة في الحكومة وفق ما عرض على وفد حركة مجتمع السلم في اللقاء الأخير مع السيد رئيس الجمهورية. Oui, il nous apprend qu'il ne fera pas partie du gouvernement, très probablement, parce qu'il n'a pas eu... Ah, si. C'est comme ça, il faudra le prendre comme ça. Peut-être qu'il n'a pas eu, le perchoir, il n'a pas eu le gouvernement, il n'a pas eu des ministres de souveraineté, des ministres d'importance. Je ne pense pas que ça soit c'est vraiment très significatif, les différentes interventions, effectivement. Ça donne une idée de la situation, parce que on est vraiment dans un scénario. On est dans un vrai scénario. Et il est possible qu'effectivement qu'ils vont commencer à mettre en œuvre ce scénario. Premièrement, on voit bien qu'ils veulent nous préparer éventuellement à une guerre pour pouvoir donc détourner l'attention. Oui, c'est un vieux truc, ça. Hein. Donc c'est possible. C'est possible, c'est dans l'histoire, effectivement. Hein, on a vu ça durant la Révolution française, durant d'autres révolutions. Effectivement, il y a eu des moments où des systèmes en place qui veulent rester, qui veulent effectivement... Donc, lancer ce type de... Deuxième chose,
je pense que Makri, tu vois, qui plutôt qui parle de fraude et des insultes de. Mais vraiment, c'est un comportement d'un imam d'un village, dans un village serein, quoi. Mais il n'est pas du tout en Algérie, ce bonhomme. Il n'est pas du tout en Algérie. Et je pense que là, lui, par contre, ce que je vois, je viens de découvrir ces images. Là, ça veut dire qu'ils sont en train de nous préparer un vrai scénario. Une majorité présidentielle, une soi-disant opposition, donc Makri, qui va jouer donc ça. L'MSP opposition. Oui, c'est incroyable. Mais vraiment, mais comme si aujourd'hui, les problèmes aujourd'hui, c'est le problème de la fraude. C'est énorme. C'est-à-dire que voilà quelque chose, un élément qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas mesurable. Il met en avant, dans le cadre donc, de cette lecture de ces élections, alors que les 80% d'Algériens qui n'ont pas voté... À prendre leurs chiffres, hein. 80%, d'après leurs selon leurs chiffres. Hein. Donc ils ne trouvent pas d'intérêt dans sa réflexion. Donc on voit bien effectivement que là, il se prépare à jouer donc l'acteur mise en scène. C'est une mise en scène donc d'une opposition. Mais par rapport, je viens de regarder, je pense qu'il y a aussi une indication dans la nomination de ce Premier ministre, Ayman. Il y a quand même un point qui est significatif. Il a été délégué de l'Algérie au FMI entre 2002 et 2004. Ah oui. Et délégué au Fonds monétaire international, ce n'est pas une petite chose. Hein. On a vu par exemple en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu l'opération contre Gbagbo, etc. Donc on a ramené un ancien directeur du FMI. On a vu Pourquoi, d'après vous, pour nous préparer quelque chose? Moi, je pense que, bien sûr, qu'il nous prépare quelque chose. Premièrement, je pense que c'est un signe vis-à-vis de pays tels que les États-Unis, la France, etc. Donc, pour dire que, voilà, donc nous, vous pouvez compter sur nous. On l'avait écrit dans notre déclaration en disant que le soutien des capitales occidentales, des pays dominant le monde, le soutien donc à Tebboune, c'est parce que aujourd'hui c'est le seul qui voit être en mesure de défendre encore leurs intérêts. Donc en désignant un ancien délégué au FMI comme Premier ministre, il confirme effectivement donc qu'ils vont rentrer dans une logique. Ça veut dire qu'ils vont respecter. Ça veut dire qu'ils vont respecter les décisions donc de ces décideurs du monde. Nous allons regarder quelque chose. Vous savez, sur l'APS, l'agence presse-service, hein, l'agence de presse officielle de l'Algérie, hein, où ils retirent des articles, ils publient des choses n'importe comment, puis qu'ils les retirent. C'est la seule agence au monde où on retire. Alors, ils ont parlé de lui le 23 mai, je crois. Nous allons voir des images, un article qui est apparu. Ils l'ont retiré aujourd'hui, sur ce monsieur Ayman, qui avait été envoyé pour représenter le président de la République, dans une rencontre des chefs d'État africains, dans ces histoires de FMI et de... Alors, ils l'ont retiré aujourd'hui pour changer le titre. Et vous allez voir... Essayez de comprendre pourquoi. On va voir la première partie originale avant le changement, puis le changement. Alors là, vous voyez bien, représentant le président de la République, voilà, et le deuxième, alors là, voilà, au sommet sur le financement des économies africaines à Paris, vous avez bien vu, représentant le président de la République. Et là, ils enlèvent l'article et ils le republient, mais regardez le titre. Ils ont enlevé représentant le président de la République. C'est le même article, mot pour mot, sauf qu'ils ont enlevé représentant le président de la République. Et c'est l'APS, l'agence presse-service, qui est en quelque sorte le porte-parole du gouvernement, qui vient de nous faire... Qui a caviardé le truc. C'est incroyable. Et qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Pourquoi ils ont enlevé représentant le président de la République? Ils l'ont enlevé. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Ça, Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une logique.
Oui. que ce Moi soit aussi. lisible, que ce soit compréhensible, même s'ils nous veulent du mal, franchement. Oui. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ta question. Que voulez-vous au juste? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Ben, c'est l'objet de l'émission. Peut-être que dans un autre... Oui. Oui, il Ouais, y, allez-y. il y a une petite nuance. Oui. Tout le battage médiatique qui a été fait, y compris donc par les porte-paroles donc de la présidence après les élections, c'est de montrer qu'ils sont en train donc d'appliquer la Constitution et que le président va nommer un Premier ministre qui soit l'émanation donc des résultats de ces élections. Oui. Et donc le Premier ministre, c'est pas un proche du président, mais c'est quelqu'un qui est proche de la nouvelle majorité. Et ce n'est même pas le cas. Oui. On ne sait rien Mais- de ce monsieur, ni qu'il soit du RND, Oui, ni du FLN, ni de Belhaïd, ni Mais le des fait- indépendants. Mais le fait qu'il ait joué le rôle de représentant du président auparavant, Oui. cela veut dire que là, aujourd'hui, il est en train officiellement et de manière permanente, en tant que Premier ministre, il va jouer le rôle de représentant du président. Oui, mais Donc- ils l'ont donc- enlevé. Ils l'ont Oui, enlevé, cette mais ils l'ont- mention. c'est pour le cacher. C'est parce qu'ils ne veulent plus que ça apparaisse comme ça. C'est incroyable. Alors, C'est dans une mise en scène, quand on maquille un acteur, c'est pour soit mettre en avant quelque chose, même quand c'est une petite nuance, hein, on peut lui mettre un grain de beauté, mais on peut aussi supprimer un grain de beauté faux pour nez. des raisons Un de la faux mise en nez. Oui, pour des raisons de la mise en scène. On est vraiment dans la mise en scène d'un pouvoir. Adel Jabbar, après on va entrer dans un autre aspect de la chose. Adel Jabbar, sur ces histoires, sur ce changement d'un article de presse paru à l'APS où ils ont enlevé la mention représentant le président de la République. Vous auriez quelque chose à nous dire? Et quand on voit une revue comme Gish, qui se fait le porte-parole de la présidence, de l'Algérie, qui menace, qui vocifère, quand on voit un chef d'état-major d'une armée qui menace un peuple pacifique et non violent, ça veut tout dire. Honnêtement, de ce coin de la terre, quand je vois l'Algérie, je me dis c'est un non-État et un non-pays. C'est pas possible. Vous êtes en train d'infliger aux téléspectateurs des souffrances inimaginables que nous avons à supporter, des jihad, des moqueries, etc. Moqueries d'une de ce coin de la planète, il ressemble à une vieille veuve éplorée qui est en train de alors que ce type-là, il a toujours été dans la mangeoire. Son entrisme est proverbial. Aujourd'hui, il est en train de jurer sur ce Dieu qui va être dans l'opposition. Ce n'est qu'une nouvelle redistribution des cartes, comme l'a dit un de vos invités, M. Efsa, si je me trompe. Et on vient de lui confier une nouvelle mission pour dire, votre prochaine mission, c'est de dire aux Algériens, nous sommes l'opposition. C'est des gens qui ne quitteront jamais la mangeoire. Pourquoi il est en train de pleurnicher aujourd'hui? Quand on voit Michel, grand stratège qu'on compare à Gilles Williams, c'est l'insignifiance absolue. A-t-il pondu un livre, écrit des articles sur la stratégie globale? Il n'est rien, ce monsieur-là. C'était un couple d'assassins, c'est un couple satanique. Et donc, Pardon, est-ce que, cette histoire justement qui circule sur le Facebook, astaghfirullah, je ne sais pas, un blasphème, hein, on prête à M. Chenguerihas cette phrase, Habbat Rabbou Lilwed. Ça veut dire quoi? Je l'ai vu sur votre page justement Facebook tout à l'heure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire des cartons. Nous ne voulons pas de survivants. Moi, j'ai un ami ici à Montréal, dont le parent était l'ami était l'autre, il n'était pas l'ami, c'était un civil qui avait une cabane. Lui, c'était un buveur invétéré. Ces deux gars-là, Jahd et Chengriha, ils se faisaient accompagner par une section surarmée et ils allaient chasser le marcassin. À chaque prise, il faut un monsieur. Oui, mais buveur invétéré, buveur invétéré, après, je suis tenté de vous dire, ça n'a rien à voir avec... Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un il n'est pas bon parce que c'est un buveur invétéré? C'est son problème, c'est son affaire. Dit ça. Quand on gère, quand on est en face d'un peuple désarmé
Dans une guerre insurrectionnelle, on doit garder son esprit sain. On ne doit pas soumettre sous l'effet de l'alcool pour commencer à tirer à gauche et à droite et canarder des gens. Les témoignages qu'on a reçus de survivants sont édifiants. Mon ami me dit que chaque fois qu'ils sortaient, que les villageois sortaient dans la région de Palestine, al-Khdaria, l'ouest était rouge de sang des cadavres de gens qui n'ont rien fait, d'innocents. Donc, ils disent, institut d'études stratégiques, qu'est-ce qu'ils nous ont fabriqué, ces gens? Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé? Moi, je suis dans un monde où aujourd'hui on parle de la nanotechnologie, de la biologie, de l'espace. Et on est encore avec des gens qui sont en train de nous dire, d'applaudir un missile qui part pour je ne sais pas, fracasser, je ne sais pas trop quoi. C'est terrible ce qui se passe en Algérie. L'Algérie n'a jamais reculé autant depuis 1992 avec l'arrivée des généraux génocidaires qui ont fait leur transition, qui malheureusement continuent à ce jour. Et on n'est pas loin pour rentrer dans un mur. Maintenant qu'on a désigné cet argentier, entre guillemets, pour aller négocier avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, il n'a rien à négocier. Ils vont se soumettre au diktat du FMI qui va décider, comme ils ont décidé dans les années 93-14 avec Sifi, plus tard avec Ouihia, pour vendre les derniers bijoux de l'Algérie et les céder aux dollars symboliques, au capital international. Moi, je prévois le pire en Algérie pour l'année prochaine. Il va y avoir une des plus terribles. Eh bien, nous allons en parler justement. Adel Jabbar, restez avec nous. Je vous suggère un tour de micro. Nous pourrons même en discuter à bâton rompu, s'interrompre les uns les autres. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux? Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la crise dont on nous dit qu'elle va bientôt débouler sur le pays sera aussi grave qu'on nous le prédit? Comment s'y préparer? Et puis surtout, comment se débarrasser de ce régime vampire qui se sustente du sang même de ce pays et qui nous a menés là où nous sommes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le démontrer. Il a démontré lui-même toute l'étendue de son impéritie, de sa vacuité, de sa nocivité. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux d'abord? Je pense que l'état des lieux, ça fait 2 ans que le peuple algérien le fait à travers donc des mots d'ordre dans la rue, hein, qui bien sûr c'est le langage populaire, mais dont le sens est très profond. Il y a premièrement, et puis bien sûr les prisons. Donc aussi bien des anciens dirigeants donc du système complètement sénile et décomposé, que de l'autre côté aussi des jeunes militants qui disent Maranash Habsin, c'est-à-dire qu'on les arrête, etc. En sortant de prison, ils disent ouais, nous on est pacifiques, on est là, on aime notre pays et on veut défendre notre pays et on n'arrêtera pas. Donc il y a une premièrement du point de vue institutionnel, il y a bien une vraie crise. Et ce que la nomination donc, de ce Premier ministre le montre. Le montre qu'effectivement, il y a une crise institutionnelle, il y a une incapacité des dirigeants à prendre la mesure et à trouver la réponse qu'il faut pour pouvoir entamer une démarche pour la régler. Il y a une vraie crise politique du fait qu'effectivement, la même chose... On se retrouve après donc 3 élections boudées par l'immense majorité des Algériens et donc avec maintenant des partis qui sont construits. Le FLN a été rejeté, le RND a été rejeté. On nous les présente comme étant maintenant les forces politiques montantes. On nous rajoute un vrai comment dirais-je, je sais pas comment traiter, comment qualifier Makri et Ben Guirina, c'est incroyable. Quoi. Le bon exemple qu'on pourrait prendre, c'est celui de Bjaïa, où il y a moins d'1% de votants, moins d'1% d'après les chiffres, et à Bjaïa, ils ne peuvent pas frauder, ils ne peuvent pas bourrer. Ouais. Alors il y a moins d'1% de votants, il y a à peu près 5000 votants, et ces 5000 votants, c'est qui? C'est les 2 casernes, et c'est les corps sécuritaires et leurs familles un peu. Et vous savez ce qu'ils ont eu? 8
je crois 8. 8%. Non, Non. 8 députés FLN. C'est plus que de la caricature. C'est incroyable. Moi, je me rappelle, il y avait, avant, quand j'étais jeune, un illustré, une bande dessinée, qui s'appelait La jungle en folie. La jungle en folie, c'est tout à fait ça. Oui, j'ai l'impression qu'on y est, hein, là. Donc, c'est par exemple, l'exemple que tu viens de donner, c'est-à-dire que si c'était des gens vraiment qui avaient, y compris, été capables de concevoir la fraude, ils auraient pu, dans une wilaya comme celle-là, panacher un peu. Absolument. Voilà. Ouais. Mais même ça, ils Même n'ont ça, pas ils été savent pas capables. faire. Même ça, ils n'ont pas. C'est que je pense qu'ils sont vraiment dans le brouillard. Ouais. Parce que du point de vue économique, c'est plus grave encore. C'est plus grave. On n'est plus dans la période de Bouteflika où il y a de l'argent, où il y a donc de l'investissement et on construit, même si, bien sûr, il y a du vol, il y a du détournement, etc. Mais Là, c'était eux qui faisaient le brouillard. Mais maintenant, ils le subissent. Et maintenant, ils le subissent. Donc, du point de vue économique, si on doit faire encore l'état des lieux, c'est vraiment, on est dans une situation qui est pas seulement de crise. Là, c'est quand on regarde le projet de finances, quand on regarde les différentes enveloppes qui sont accordées aux différents ministères, alors que des milliers, des centaines de milliers de jeunes n'ont pas de boulot. Donc, on voit bien que la même chose, du point de vue social, que la crise sanitaire vient aggraver, la même chose. Donc, on est bien dans une situation, c'est-à-dire que jamais l'Algérie n'a été dans une situation aussi explosive. Alors, justement, dans ce cadre d'état des lieux, un chiffre et un constat. Le chiffre, c'est qu'il semble que le vrai taux de chômage en Algérie, si on inclut les femmes au foyer, ce qui n'a jamais été le cas en Algérie, ils ne les considèrent pas comme population active. Si on inclut les femmes au foyer, il semble que nous dépasserions le taux de 50%. Il n'y a pas de statistiques en Algérie sur le chômage, de vraies statistiques, ça n'existe pas. C'est ultra secret. Ils donnent à peu près 12 à 13%. L'autre constat qui est complètement hallucinant, c'est qu'on vient de nommer Premier ministre, celui qui était chargé gérer l'argent du pays, la monnaie. La masse monétaire qui circule au sein de la société. Qui est devenu le dinar. Que est devenu le dinar. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de liquidité? Imaginez un pays où les pensionnés, les retraités, les salariés, les fonctionnaires ne peuvent pas retirer leur salaire ou leur pension, qui doivent faire la chaîne pendant plusieurs jours. Et il s'est avéré tout simplement que cette monnaie, la monnaie, qui en fait un critère de souveraineté. Absolument. Eh bien, cette monnaie, elle est entre les mains de l'économie informelle à plus de 70%, nous dit-on. L'État ne commande pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de circulation qui revient vers les banques. C'est dans les matelas, dans les shkayer, dans les gdas, chez les trabendis. Mais le pire, c'est qu'on leur a donné la solution. Des experts leur ont donné la solution. Ils leur ont dit, mais il y a une solution très simple. Vous changez la monnaie et tout le monde est obligé de ramener son argent dans les banques. Parce que sinon, ça va devenir du papier. Ça a été fait à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Oui. Ils ont refusé de le faire. Oui. Et tout le monde se demande pourquoi. Est-ce que parce que ce sont eux-mêmes qui ont l'argent dans leur cave ou... Mais je vous laisse commenter. Il va falloir aller voir les matelas de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils dissimulent dans les matelas. Oui. Le bas de laine, oui. Bien sûr. C'est un sacré bas de laine. Dans laine. les bennes aussi, dans les containers. Dans les conteneurs, bien sûr. Ils ont de l'argent dans des conteneurs. Ils font ça en gros, ils ne font pas dans le détail. Oui, absolument. Non, ils n'ont pas le temps, franchement. Et il y a une chose, quand on parle de... Est-ce que c'est lisible, ou alors faire le point sur ce qui se passe en Algérie, etc., donner une image. Il y a une chose qui est toujours présente, c'est que la politique est basée sur deux piliers, le droit et la force. Soit le droit, soit la force. Il n'y en a pas d'autre. Ici, nous sommes face à cette ubiquité, en quelque sorte, qui va peser sur nos têtes.
Parce que nous sommes évidemment pas dans les petits papiers des ministres, etc. Nous ne sommes pas partie prenante réelle dans ce qui peut se faire par accident et de bien, d'accord, ça peut arriver quelquefois. Non. Alors nous sommes rendus à ce terrible non-choix. Oui. Ce terrible non-choix. Mais ce n'est pas le droit, en tout cas. C'est pas le droit. Ce n'est Ça, pas le droit du tout. Hein, Absolument. C'est la force. La force. Mais qui se cache derrière une Qui se façade de dissimule faux derrière le droit. droit. Exactement. Ah, C'est-à-dire qu'on n'a même pas la ressource d'avoir une fausse justice, par exemple. Oui. 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 À la Un limite, embryon de justice. À la limite, ça aurait été une dictature affichée. Oui. Ça aurait été moins grave, je crois. Ça y est, bien sûr. Mais une vraie dictature, mafiocrate, Oui. mais qui se cache derrière des façades Potemkin, Elle ne s'assume pas. elle ne s'assume pas. Elle ne s'assume pas et on nous prend pour des idiots, quoi. Absolument. Et on a même qui les applaudissent. Bien sûr. Il y en a même qui embrassent les cadres, Ouais. qui offrent des chevaux aux cadres. C'est incroyable. Hein. Incroyable, C'est- incroyable. ce qui- Quand on songe à l'Algérie, pardon, Ouais, on remonte un peu dans le temps. ouais. L'Algérie, après sa révolution, elle avait vraiment, franchement, séduit le monde. Oui. C'était incroyable. C'était beau, hein. C'était magnifique, Myriam Makeba à Alger. Enfin, bref, Ouais. tout ce que l'Algérie représentait Hmm. au regard du monde, c'était un acquis. On sortait de la guerre de libération. On sortait de la guerre de libération. Et on avait plein de promesses. Et on avait un acquis, comment on peut appeler ça, qui ne peut pas se monnayer en quelque sorte, d'accord? Oui. Un acquis invisible, Ouais. mais terriblement présent. Vous vous rappelez quand même les foules de gens qui venaient en Algérie après l'indépendance Oui, oui. Oui, pour aider notre pays, oui. oui. C'était Des des gens coopérants qui étaient des techniques, par coopérants exemple. techniques. Ouais. qui étaient là par amour de l'Algérie, Ah par oui, amour de son peuple et par égard pour Absolument. sa formidable libération. Ouais. Comment un peuple aussi peut, enfin, vous savez comment était l'état de notre population à cette époque-là, peut arriver à finalement contraindre la puissance coloniale à s'en aller. Ouais. Et ça a été, comment on appelle ça? C'est acquis. Cet acquis. Oui. Cet acquis a été Gaspillé. mais complètement. Mais du jour au lendemain, il y a une anecdote avec quelqu'un qui s'appelle, c'est un ancien porteur de valises. Janssen. Non. Non. Il s'appelle, Nous avons été très ingrats envers eux. bien sûr, Au point où nous ne rappelons même pas leur nom. exactement. Eux qui nous ont tant donné. Oui. Hein, contre leur propre peuple. Juste pour l'histoire, Comme leur propre État, mais pour leurs convictions très profondes. mais ils l'ont fait aussi pour sauver leur nation. Et l'honneur des Et leurs. l'honneur des leurs. Oui. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont Absolument. fait pour nous, bien sûr. Absolument. Mais par surcroît, ils l'ont fait pour. C'est tellement bien dit, c'est vrai. Bien sûr, c'est bien vrai. évidemment. Ouais. Alors, j'ai connu un monsieur qui était prêtre. Ouais. Et c'était un prêtre ouvrier. Et il faisait partie des porteurs de valises. Ouais. Je connais son nom, je l'ai oublié moi aussi, malheureusement pour moi. Il Oui, s'appelle. Zut. Ça va me revenir, j'espère. J'espère. Espérons. Et donc, je l'ai croisé à une manifestation pour la Palestine. Et on a fait connaissance comme ça. C'était un bonhomme vraiment dégingandé, mal habillé, mal fagoté, mal machin, etc., etc., etc. Mais il participait à toutes les manifestations pour la Palestine. Donc on se retrouvait à toutes les manifestations et on échangeait. Et un jour, il m'a raconté, il m'a dit qu'il avait été voir un dirigeant algérien qu'il aimait bien, qui il était ami, et il a été le voir à l'hôpital, parce que ce dirigeant était malade. Et je lui dis, ah bon, et qui c'est? Messadir. Là, franchement, je ne te voyais pas avec Messadir. Elle dit que oui, mais tu sais,
comme c'était la guerre, ils avaient été associés à certaines machins, etc. Ça crée Des liens. Mais je ne suis pas dupe, bien sûr. Évidemment. Un autre, pas un porteur de valise, un individu lambda qui était avec, comment il s'appelle, Jacques Charby. Jacques Charby. C'est lui le porteur de valise, dont le nom ne me revient pas. D'accord. Voilà. Très bien. Jacques Charby, qui était un acteur et puis qui a... Voilà. Et Jacques Charby me raconte qu'il s'est trouvé en prison, bien sûr, avec un Algérien. Et il me racontait comment, quand l'armée faisait subir la torture aux gens qu'elle prenait, les prisonniers français subissaient des baffes. Le prisonnier algérien, 98 personnes qui lui tombaient dessus. D'un seul coup. Ce n'est pas des baves. C'est d'autres. C'est-à-dire que ça, c'est la différence entre voilà. Bien sûr. Et alors, ils ont lié connaissance. Donc, ils se retrouvaient après les séances de torture, ils se retrouvaient dans la même cellule, donc ils discutaient. Et l'Algérien a dit à Jacques, il lui a dit, tu sais, je t'aime bien, tu nous as aidés, c'est magnifique. Il lui a dit, quand on finira la guerre, je te donnerai une usine. Et Jacques Charby lui a dit, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'une usine? Est-ce que j'ai une tête à avoir une usine? Tu vois, ça c'est bien nous, ça. Hein. Absolument. Malheureusement, on est dans cette... Alors, il y a Brahim Younsi qui vient de m'envoyer un petit message. Maghreb émergent vient de publier un article dont le titre est « Qui est Ayman Ben Abdelrahman ?» le nouveau Premier ministre. Aussitôt, Maghreb émergent n'est plus visible. Ah. Ça y est. Je voudrais dire deux mots. Parce que c'est une période, quand même, là, la période que nous vivons, avec cette nomination donc, de quelqu'un qui... je pense que c'est un indicateur, le fait qu'il soit délégué. C'est sa seule fonction vraiment qui ressort, quoi. C'est le fait qu'il a été délégué au FMI. C'est vraiment... Le scénario que tu proposais, moi, je trouve qu'il est probablement le bon. Ce qui me rappelle, c'est lorsque, à l'époque, Hamarouche a été appelé pour diriger un gouvernement, et qu'ils ont appelé un gouvernement de réforme. Oui. Il avait fait une déclaration. Bon, Hamarouche, c'était autre chose. C'est pas bon. Mais il avait fait une déclaration, moi, j'ai jamais oublié. Il disait qu'il faudra qu'on fasse des réformes, et ces réformes vont certainement faire pleurer des Algériens. J'espère qu'il n'y aura pas de sang. Et ça, il l'avait déclaré donc, dans les années 90, 89, 90, donc, quand il a été nommé. Nous savons ce qu'il a fait, et nous savons ce qui a suivi, ce qui est arrivé. Là, on vient donc d'entendre la nomination d'un Premier ministre qui n'a pas encore parlé. Il n'a encore rien dit. Mais on sait qu'au moins une chose... On va l'écouter tout à l'heure. Il a fait une petite déclaration, on va l'écouter. C'est intéressant de savoir ce qu'il va dire. Alors, nous allons l'écouter, puis nous allons donner d'abord la parole à Adel Jabbar, puis nous allons continuer nos tours de micro. Là, M. Ayman Abdelrahman. لقد كلفني وشرفني السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالإشراف على الحكومة الجديدة. هذا التكليف سيزيدنا عزما وتفانيا من أجل خدمة وطننا المفدى. سيزيدنا عزما على العمل بكل جهد وتفاني من أجل تطبيق فعال البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية. هذا البرنامج الذي سوف يسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة. هذه الانطلاقة التي بدأت معالمها تبدو في الأفق، وسوف نعمل جاهدين كرجل واحد من أجل تكريس كل ما حققناه والمضي قدما في تكريس المعالم الجديدة للجزائر الجديدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
La pure langue de bois, hein. Si vous attendiez à autre chose, vous avez été servi. Adel Jabbar d'abord, Adel Jabbar, état des lieux où nous en sommes, parce que à écouter le régime, ça va très bien, même les élections se sont très bien passées, le peuple a vraiment exprimé sa volonté, ils se congratulent, ils se félicitent les uns les autres, ils sont très contents, même le MSP se dit entrer en opposition, c'est-à-dire à les écouter, tout va bien, quoi. Nous sommes un pays à peu près normal. Ils sont dans un déni de réalité extraordinaire. Moi, je préconise que dans la nouvelle Algérie, on va faire des aménagements d'ailes de la psychiatrie dans tous les hôpitaux. Ces gens-là sont complètement en dehors de la réalité. Quand j'écoute ce monsieur-là, c'est le bréviaire de la langue de bois que vous lisiez latéralement, horizontalement, en diagonale. C'est toujours la même rhétorique, c'est Moujahid des années 70. Il ne nous apprend rien. Il parle d'un programme, d'un président illégitime qui n'existe pas. Vous savez, moi j'ai mémorisé quelque chose d'inimaginable qui a été dit par le président menteur, Kidbon. Il avait dit, pour expliquer la crise des liquidités, tenez-vous bien assis sur vos chaises et ne tombez pas. Regardez le comment il appelle le problème de la monnaie. Et comment se fait-il qu'un vieux qui a 110 ans, il passe 4 fois au CCP pour retirer 5 ou 6... C'est quoi 5 ou 6 milliards? C'est impossible qu'il puisse retirer tout cet argent-là. Fût-il qu'il passe 100 fois, c'est son argent dans les pays qui se respectent. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer à la banque. Vous appelez votre banquier au téléphone et vous ordonnez un transfert de plusieurs millions de dollars vers des comptes là où vous voulez, quand vous les avez réellement. Aujourd'hui, il nous donne, Tebboune nous dit, non, s'il y a un problème d'argent, c'est à cause de ce genre d'individus. Honnêtement, vous connaissez les positions, ces gens-là m'agacent parce que leur niveau est lamentable. Ils ont réduit l'État en un état des lieux. Donc, ce qui n'a aucune consistance, c'est l'incompétence suprême quand on voit un chef des armées tenir un discours belliqueux, guerrier contre des Kharijia ou Khawana, etc. Il s'adresse en réalité à un petit jeune qui a 40 ans, qui s'appelle probablement un des aides, je ne veux pas lui faire de la publicité, qui les embête. Il a un ordinateur et ça lui jette. Donc c'est ça l'ennemi à abattre. C'est l'Ibrahim l'ennemi, c'est l'État jadid, c'est toute la nouvelle génération de jeunes qui aspirent à construire une Algérie apaisée, heureuse, où ils pourront vivre tranquillement, sans pour autant imaginer des flames pour armer en Espagne ou en Grèce. Ces gens-là sont complètement hors du champ. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Mais non, le sacrifice qu'ils sont en train de se donner, c'est pour eux-mêmes. De quel peuple parle-t-il? Le peuple a boycotté toute leur bêtise 3 fois de suite, 100 fois s'il y aura encore d'autres scrutins. Le peuple leur tourne le dos. Qu'ils sachent définitivement que le divorce est sans appel. Il n'y a plus de conciliation ni de réconciliation possible. Qu'ils vivent dans leur cadavre. Adel Jabbar, une dernière question avant de vous libérer. Oui. Il ne reste plus de temps. Une dernière question. Si on vous demandait de nous fournir des perspectives, pour ne pas dire des solutions, qu'est-ce que vous préconiseriez? Alors j'ai toujours dit, quand le couvercle de la marmite est un rongeur et une casquette, vous avez beau mettre tous les ingrédients qu'il faut dans votre soupe, elle sera empoisonnée. La solution, c'est que l'armée accepte de négocier. Moi, j'aurais aimé que cette échéance-là soit réellement une opportunité de changement. Vous savez, moi, j'ai suivi dans les années 89 comment la Pologne a fait ses réformes. Jaruzelski, qui était en minorité, il a ramené un premier ministre désigné par Solidarność, et ce monsieur-là, il s'est entouré des Chicago Boys, ils ont fait une réforme en profondeur. Vous parliez tout à l'heure de Mouloud Hamaroch. Hamaroch est un fin politique. Il a commencé le travail de réforme dans les années 86 à la présidence avec Razi, avec Ouzien, avec des gens brillants. Moi-même, j'allais dans
certaines conditions au niveau de la présidence en 86. Il n'est pas tombé du ciel. Les réformes économiques de Amroche, elles avaient quel objectif? Elles avaient un objectif très clair. Mettre fin au rang de situation. Quand il a commencé à s'attaquer au commerce extérieur, quand il a mis la banque, il a donné l'autonomie à la Banque centrale pour la politique de la monnaie et du crédit, quand il a commencé à dénoncer les prédateurs qui ont pris des terres agricoles à Bouchaoui, du côté de Blida Boufarik, c'était de classe. Il avait déclaré la guerre aux rentiers du système et ils se sont mis derrière lui, ils ont instrumentalisé tout ce que nous savons, je ne veux pas revenir à débat, pour lui tomber dessus. Ou même Jabou, les gens qui lui obéissent, le seul qui a eu peut-être le courage de dire un jour Jabou l'Askar, il n'a pas donné, c'est Bin Eid al-Islam qui est l'homme du système. Donc c'est l'Askar. Encore une fois, il ne faut pas qu'on s'écarte du sujet, restons droits dans nos votes, tant que l'armée n'accepte pas un transfert de la souveraineté au peuple, nous allons droit vers un mur. Mais cette fois-ci, ils vont aller au mur avec nous. Ils ne s'échapperont pas. Merci. Ils ne pourront pas faire de bis repetita de 92. Ces temps sont échoués. Merci Adel Jabbar, au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Alors, mes chers amis, le dernier tour de micro. Et prenez votre temps parce que nous avons encore un peu de temps. Les Algériens sont dans l'expectative. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont inquiets, comme l'a dit tout à l'heure Brahim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Je pense qu'ils savent. Je pense que jamais, enfin de mon point de vue, jamais le peuple algérien n'a été aussi convaincu de la justesse du point de vue et de la compréhension de ce régime, de ce système. Il sait exactement à qui il a affaire. Et il sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est quand même très important. Oui. À partir de ce moment-là, il sait qu'il a affaire à des dirigeants qui sont mafieux, dont une partie est en prison, et d'autres continuent donc à s'accaparer donc les biens du peuple. Et il sait aussi que la solution n'est pas dans une lutte violente. Et malgré toutes les provocations, malgré toutes les intimidations, il reste encore debout et fier de ce qu'il est en train de construire. Troisième point, je pense que nous sommes dans une période où il y a comme jamais une élévation du niveau de conscience d'une majorité d'Algériens sur la nécessité de prendre son destin en main et de ne pas laisser les autres s'en occuper. Alors c'est une phrase peut-être un peu générale, mais quand on discute, moi je discute, je suis tous les dimanches place de la République, je débat avec des Algériens, je discute avec des jeunes, des moins jeunes, on participe dans des différentes conférences, mais il y a vraiment quelque chose qui est en marche depuis février. Il y a un début de débat, de dialogue entre des Algériens à quelque niveau que ça soit, donc au niveau du citoyen. Mais un dialogue que certains tentent gâcher, Oui. d'instrumentaliser aussi. Mais puisque aujourd'hui, il y a réellement des polémiques très graves qui peuvent monter, dresser les Algériens les uns contre les autres. Mais je pense que c'est un indicateur. Oui. C'est vraiment un indicateur. Aujourd'hui, il y a un dialogue entre les citoyens algériens qui veulent un changement, qui veulent prendre leur destin. Rien ne peut les diviser. Je pense qu'ils ont pris conscience, au moins autant que, parce que quand on voit les manifestations qu'il y avait, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, etc., de toute tendance politique, de toute tendance, qui marchaient ensemble. Bien sûr qu'il y a des éléments qui sont un peu, comment dirais-je, marginaux, mais l'immense majorité débattent et discutent, même s'ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que la démocratie, aujourd'hui, la démocratie politique, elle est dans la conscience de l'immense majorité des Algériens.
La façon dont se comporte. Vous êtes optimiste pour la suite des événements? Oui. Moi, Vraiment. J'ai jamais été aussi optimiste. Parce que je vois, il y a une jeunesse qui est en train de prendre la relève, non pas du point de vue, donc, non pas dans des bureaux, non pas dans des associations financées à coups de millions, etc., par l'État, non pas dans les structures des partis qui sont dépassés, Macri, machin, etc., tous ces gens-là, mais dans la rue et dans les actes. Dans l'action pacifique, le boycott, par exemple. Voilà, déterminé, pacifique et sûr d'eux-mêmes, et qui commence à donner, à mettre en place des structures, des noyaux de structures, des comités, etc. Et ça, c'est l'avenir du pays. Brahim Senoussi. Je suis d'accord avec toi, mais vraiment à 1000%. D'abord parce que nous n'avons pas le droit au pessimisme. On ne peut pas faire avec le pessimisme. C'est vrai. C'est Stéphane Hessel qui m'avait expliqué ça très gentiment. Il m'a dit... Le fameux auteur de « Indignez-vous ». Indignez-vous. Oui. Et lui, il s'indignait, bien sûr, et il me disait, tu n'as pas le droit à être pessimiste, quelle que soit la situation. Et lui, il était bien placé pour en parler, parce qu'il a été... Il a été dans les camps de concentration, nazis, il a failli y passer, ouais, il a dû son salut à une espèce de truc, etc., auquel il a échappé par miracle. Et il était réellement indestructible. Insubmersible. Et Ouais. il ne fallait pas lui dire, attention, là, c'est foutu, etc., etc. Comment ça, c'est foutu? C'est pas possible. Tant qu'on est debout, tant qu'on est vivant, on agit. C'est l'action. Et il disait aussi, résister, c'est créer. Résister, c'est créer. Et créer, c'est libérer. Voilà. Et puisque vous nous le rappelez, cette fameuse exhortation à l'engagement, indignez-vous. Comment pourrait-on dire à nos compatriotes ou ceux de nos compatriotes qui sont un peu dans le retrait, parce que pour dire les choses, tout le monde n'est pas engagé de la même manière, oui, même si la conscience politique est très prégnante. Mais comment pourrait-on leur dire « indignez-vous » ? Quelque chose qui me rappelle le fait que Stéphane Hessel est venu à Oran. Je l'ai amené à Oran. Ah. Oui. Je rappelle d'ailleurs, Brahim Senoussi, que vous avez été avec Belqadi, l'un des principaux initiateurs, oui, du rapatriement des crânes qui était dans le musée de l'homme. Brahim, d'ailleurs c'est à cette occasion que je l'ai vraiment connu, a fait beaucoup, il a fait énormément. Mais je vous laisse poursuivre. De quoi il était... Je vous ai interrompu, mais Stéphane Hessel, que vous avez emmené à Oran. Stéphane Hessel à Oran. Oui. Alors, Oran, à cette époque-là, c'était une ville investie quand même par les islamistes, on va dire. Hein, voilà. Donc il y avait la plupart. Il y a un immense amphithéâtre qui venait d'être construit. Et donc Stéphane Hessel est venu parler dans cet amphithéâtre. Et il parlait de choses et d'autres, mais il avait une équation personnelle extraordinaire. Face à lui, dans cet immense amphithéâtre, il y avait donc plein de gens, de jeunes barbus, c'est comme ça, de jeunes filles voilées. Il y en avait plus il y en a beaucoup moins maintenant, je pense, oui, je crois. Et lui, il regardait ça d'un regard indulgent, d'une indulgence bienveillant, totale, parfaite. Ouais. Et puis il a lancé sa conférence, donc il a lancé son discours. Et après, à la fin de son discours, les garçons, ah, les filles, ah, parce qu'elles avaient senti l'empathie qu'il dégageait, mais d'une manière tellement naturelle, incroyable. Oui, oui. C'est magnifique ce que vous décrivez là. Nous en avons besoin. Je crois que des sentiments humains qui font le lien dans une société, l'indulgence et la bienveillance sont les piliers de tout le reste, de la bonne humeur, du travail, de la gentillesse. Et le fait d'être ensemble. Et d'être ensemble. Nous avons été ensemble pendant 2 ans. Oui. Pendant 2 ans, nous avons marché ensemble. Absolument. Nous ne nous sommes pas quittés. Nous nous sommes retrouvés. Exactement. Après une si longue absence. Donc, les possibilités de sortie de cette atrocité
sont là. Elles existent. Bravo, merci, merci, c'est vraiment... merci. Un mot pour finir. Oui, moi, je pense que beaucoup de choses sont en train donc, de se produire en Algérie, dans la société, dans le peuple algérien, au plus profond des consciences, des têtes de chaque Algérien, quel qu'il soit. Et je pense qu'au plus haut sommet, je pense qu'il y a une vraie peur. Il y a une vraie peur. Ah, ça se sent. Hein. C'est à couper au couteau. Et donc, cette opposition entre, d'un côté, une détermination et une assurance de nous vaincrons pacifiquement, et en face la peur, je pense qu'on est dans cette équation-là, et ce gouvernement vient de montrer encore une fois que la peur, elle est toujours du côté de ceux qui dirigent. Merci Mourad Yefsah, merci Brahim Snoussi, merci Adel Jabbar. Tous les trois, vous avez été des vecteurs d'optimisme, d'espoir, d'espérance. Personnellement, je l'ai ressenti comme ça, j'en suis très heureux. Et avec Brahim Snoussi, j'ai même eu l'impression que Essel, que son âme repose en paix, était avec nous d'une certaine manière, ça m'a fait très plaisir. Je vais très souvent voir son épouse, sa veuve. Il faudrait lui transmettre toute notre sympathie. Je lui transmettrai. Et lui dire que les Algériens l'aiment beaucoup. Ah, bien sûr. Et c'est un ami de l'Algérie. Ah oui, c'est un ami de l'homme, c'est un ami de tous les hommes. Pendant la guerre. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je vous rappelle juste que ce dimanche, à Paris, 4 juillet, il y a une marche qui sera, je n'en doute pas, gigantesque, fabuleuse, qui va rentrer dans l'histoire, qui va marquer le Hirak, et qui ira de Place de la République à Nation. Et nous vous espérons très nombreux. Nous y serons pour ce qui nous concerne, je l'espère. Hein. Nous, on organisera une conférence, débat avant la marche, pour débattre toujours, donc parce que à cette occasion, il y a le 5 juillet, mais il y a aussi d'autres événements qu'on va essayer donc d'expliquer, de débattre avec des citoyens, et ensuite on c'est très bien. J'imagine que Brahim aussi, oui. Même s'il viendra d'un peu loin, on se verra là-bas alors. Très bien. Je t'invite à la conférence. Voilà. Merci pour l'invitation. Et ça se passera comment la conférence? Place de la République, on a une agora, et c'est un débat. C'est la vraie agora populaire qui émane du peuple. Hein, voilà. Très bien. Formidable. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Selmiya, Khawa, nous resterons unis jusqu'à la fin, je n'en doute pas une seconde. Khawa la khair.